le deuil, c'est quelque chose de spécial chez nous. Et que dès un instant, on perd quelqu'un qui vous est cher. Surtout, on est en deuil, on considère être en deuil quand on perd sa femme ou on perd son mari. Là, à ce moment-là, on considère que cette personne est en deuil. Les autres membres de la famille portent le deuil juste un moment, jusqu'à l'enterrement, et après c'est dans leur cœur. C'est à eux de voir jusqu'à quand ils vont essayer de tenir, etc. Mais ils n'ont pas d'interdit. C'est à eux de choisir. Vu les relations qu'on avait avec, en fonction des relations qu'on avait avec le disparu, donc on se retient pour un moment. Quelqu'un qui est en deuil, par exemple, une femme en deuil pour son mari, eh bien, chaque fois qu'elle va manger quelque chose, elle doit lui réserver une petite partie. Et comme s'il était. Et que si on doit lui donner quelque chose, très souvent il ne faut pas lui donner directement dans sa main. Puisque chez nous, on dit que, surtout si c'est la femme qui est en deuil, les défunts sont très jaloux. Ils sont omniprésents autour de la personne qui est en deuil. Donc tout ce qui est guerre vous est interdit. Interdit de chanter, interdit d'aller danser. Il vous est même interdit d'écouter de la musique. Avant même, autrefois, il était interdit de regarder la télé, ni même d'écouter la radio. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Donc on peut écouter la radio, on peut écouter, regarder la télé, sous réserve de sélectionner vos films. À la fin, ce qui se passe, c'est que l'esprit de la personne qui tourne autour de vous, etc., on l'invite au dernier moment, parce qu'on change de couleur. On commence par, au moment de relever le deuil, je ne sais pas si vous avez eu le temps de, si on vous a fait remarquer ça, la personne commence à se mettre en blanc, et après, le rouge, alors là c'est la fin. Dès que vous on vous habille en rouge, c'est que c'est fini. C'est pourquoi pendant toute la durée de votre deuil, vous n'avez pas le droit de mettre aucun vêtement de couleur rouge chaud. C'est à ce moment précis-là qu'on vous met le rouge, alors là, ça veut dire que c'est fini. Vous n'avez plus le droit de pleurer, vous n'avez plus le droit de faire des offrandes, vous n'avez plus le droit enfin, toutes les interdits sont levés. Bien qu'au moment du relevé de deuil, on a demandé à l'esprit de se mettre à côté, de vous laisser libre, certes, il se met à une certaine distance, mais toujours présent. C'est au moment où vous allez faire une rencontre, quand vous irez voir la famille du défunt, et qu'on vous fera cette cérémonie, et que la famille dira que voilà, maintenant, cette personne a une autre vie. Il faut la laisser libre de vivre, de recommencer notre vie. À ce moment-là, l'esprit va s'éteindre. Sinon, cet esprit-là, si vous ne faites pas ça, va peut-être, comment dirais-je, embêter la personne que vous avez rencontrée en songeant. Donc tout le temps, il viendra lui dire, écoutez, il faut sortir de là, c'est ma place qui est là, et cette personne m'appartient, etc. Vous n'arriverez plus à dormir tranquillement. Ça, on ne vous le dira pas, vous allez le voir de vous-même. Donc, ce sont des... On peut dire, bon, il est rare de raconter ce genre de choses. Tous ceux qui ont porté le deuil, très souvent après le deuil, ils ne racontent plus ce qui se passe dans le deuil. Ce n'est que quand, à votre tour, vous allez rentrer dedans, que vous allez découvrir ce qui se passe dedans. Moi, ce qui m'a frappé dans les Boubacar auxquels j'ai pu assister, c'est vraiment la toute fin du cycle de rite. À la toute fin, c'est très codifié, c'est très marqué, on réintègre le veuf ou la veuve, enfin, le deuilleur, on va dire, dans le monde des vivants, parmi les vivants. On va le chercher dans le Kéosu, on l'amène, on le tient par la main,
on lui fait faire un certain nombre de choses, on commence à lui parler, puis il va venir manger un petit peu, et puis il va danser avec les autres. Petit à petit, il réintègre la vie. Et par ailleurs, le défunt, lui, il part véritablement parmi les ancêtres. Il n'est plus simplement mort, là, il devient un ancêtre. Et quand on casse la vaisselle sur le dernier tas pour les ancêtres, le tas de nourriture, moi j'ai compris que ça voulait dire que maintenant il est vraiment ancêtre et qu'il ne mange plus comme les vivants. Donc, il me semble que cette levée de deuil, elle est vraiment, elle a un sens par rapport aux vivants et elle a un sens par rapport aux ancêtres, mais les deux à la fois. Mais durant le deuil, pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'apporter son soutien à la personne même qui vit le deuil. Parce que ces moments ce sont des moments spéciaux, forts, de peine. Alors pour moi, c'est s'entraider, se parler, apporter un aide psychologique. Et même maintenant, voir un psychiatre, pour moi, voir un psychiatre, ça peut aider, ça aide beaucoup. Même à la fin et durant la durée du deuil. Parce que moi, ça m'est arrivé par rapport à un fils que j'ai eu, qui est décédé. Et donc, le fait de rencontrer un psychiatre m'a beaucoup aidé. Chez les Wayana, ben justement, comment se vit le deuil, comment ça se passe. Moi, j'ai eu la malchance de voir des jeunes aussi morts dans certains villages, notamment à Elaé. J'ai vu donc qu'il y avait, voilà, on se ravait la tête, etc. On n'a pas, c'est pas du tout les mêmes rythmes que côté Alexis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Sophie, là-dessus? Puis c'est intéressant aussi que peut-être vous l'entendiez aussi, parce que C'est vrai. et ouais. Autant eux connaissent un peu vos cultures, C'est plus difficile chez eux encore. c'est ouais. Ça commence à venir, on commence Connaître. Le rapport à la mort, déjà, c'est différent en fait. C'est que, en fait, on ne fait pas vraiment des cérémonies spéciaux quand il y a la mort. Au contraire, on fuit les endroits, par exemple le cimetière, etc. Elles sont là et puis on n'y va plus dans ces endroits-là, parce que ça porte malheur. En ce qui concerne le deuil en lui-même, chaque famille, normalement, au minimum, et le deuil dure à peu près entre 2 ans et 3 ans, quoi. Ça veut dire les familles qui sont en deuil se rasent une première fois la tête et puis se rasent même 2 ou 3 fois jusqu'à 2 ans, quoi, pour prouver fidélité à la personne décédée, quoi, voilà, quoi. Et après seulement il y a la levée de deuil, qui est une fête, je dirais normale, quoi, chez nous, avec des danses. Ce n'est pas du kalau du tout, c'est une danse Maïpouli, on dit Kanawa, tu comprends ce que je veux dire. C'est des gens danseurs qui vont chanter toute la journée, et puis après, le lendemain à l'aube, il y a la famille qui vont pleurer toute la journée, toute la nuit, voilà, à côté des danses, des chants et danses, etc. Et puis ils vont pleurer encore une fois. Il y a aussi ce que j'avais retenu, c'est qu'il y a une partie de l'âme, alors je ne sais plus laquelle, c'est à Olympique peut-être, qui reste, qui rôde pendant tout un long temps autour des vivants, qui est capable d'aller manger pendant la nuit, dans la carte de cuisine, des choses comme ça. Donc c'est celle-là ou c'est ça, c'est à Olympique? Oui, à Molène, oui. Ah ouais, c'est ça. Et donc ça fait quand même peur, quoi. C'est donc, on a plutôt tendance. Moi, ce que j'ai retenu, là, je fais vraiment de l'opposition un peu brutale, mais arrêtez-moi si je dis des bêtises. Mais du côté Wayana, j'ai l'impression qu'on a plutôt tendance à s'éloigner des morts, à se
pour ça qu'on va habiter dans notre village, ou parfois qu'on crée notre village, alors que chez les Aloukou, on vit avec ses ancêtres, dans la proximité des ancêtres. Non, mais en fait... Parce que chez vous, ça fait peur, c'est toujours, ça peut porter préjudice, alors que les ancêtres, chez les Aloukou, ils protègent. En fait, chaque mort est considéré pas comme une mort naturelle, c'est ça les différences. Je pense que chez les Aloukou. Donc, même si tu es vieux, que tu meurs d'une mort naturelle, ils ont dit c'est parce que avant dans ta vie, voilà, c'est jamais naturel. Donc, c'est ça qu'on fuit en fait. C'est ça. En quittant le village pour un autre village, par exemple. Voilà. C'est pas concernant l'enterrement des morts. Parce qu'une fois, j'étais à Taoued et j'ai vu une ou deux personnes enterrées sous leur maison. Donc, je voudrais poser la question par rapport. Même à Elaï. C'est plutôt Elaï. Enfin, c'est à Elaï. Oui, Saint-Pierre. Elaï en oui, c'est le capitaine. Voilà, j'ai vu deux personnes. Comment c'est perçu ça? Comment c'est perçu et pourquoi ça a été enterré sous cette maison ou bien c'est leur maison? Là-dessus, je ne peux pas te répondre, mais ça reste quand même très... Non, comment dire, c'est certaines familles qui font comme ça, quoi. Après, mais en fait, ça dépend du niveau aussi. Si c'est le fondateur du village, des trucs comme ça, ou quelqu'un d'important, ou sa femme, par exemple, lui, il peut prendre la décision de l'enterrer là pour le garder. Quoi. Enfin, Sauf autrefois, après ça, on crée un village. Exactement. C'est ça. Parce que le village devient maudit. Eh oui. Et que par exemple, prenons l'exemple de comment s'appelle le fils du capitaine qui est décédé dans sa pirogue après la fête, là, comment ça s'appelle? Maloukoumane. Oui. C'est sa femme qui était décédée en premier. Oui. Bon, il a enterré sa femme sous sa maison et il vivait dans la maison. Voilà. Et personne n'avait peur de lui. C'est parce que enfin, il était aussi en partie chaman, tu comprends? Donc lui, il avait le pouvoir aussi de vivre avec, tu vois, c'est aussi ça qu'il faut. J'aimerais savoir comment est perçu le chaman. Qu'est-ce que le chaman chez vous réellement? S'il est plus qu'un grand mot ou bien en dessous du grand mot? C'est compliqué. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas le grand mot, c'est pas, c'est récent en fait. C'est parce qu'il fallait trouver un interlocuteur qui connaît un petit peu les gens en dehors du chaman, tu comprends, pour pouvoir représenter, ou l'administration, c'était plus facile pour l'administration de venir parler avec quelqu'un, parce qu'en général le chaman c'était un chaman, il ne parlait pas, quoi, en fait, voilà. C'est ça. Mais en fait, le vrai chef des Wayana avant, c'était vraiment le chaman. Lui, il avait le pouvoir de vie et de mort sur les gens, il même épousé 5-6 femmes. Les gens avaient peur de lui. Parce qu'il voulait être en bon terme tout le temps avec lui, tu comprends? Et voilà, c'était le protecteur de tous. C'est à Calabi. Ils en ont profité peut-être beaucoup. Donc, je t'ai posé cette question par rapport au travail que je fais. Je suis assistant d'éducation et je côtoie beaucoup d'Américains au collège au Monifu. Donc, des fois, on discute et ils me disent qu'il y a plein de chamans, il n'y a pas qu'un seul chaman. Bah oui. Donc, est-ce qu'il y a un chef des chamans ou bien tous les chamans sont au même niveau? C'est différent en fait, parce que normalement, je ne sais pas trop ce que c'est un chaman, mais en fait les chamans, ils ont, comment dire, une spécificité particulière, tu vois. Par exemple, tu en as qui sont identifiés à des animaux, tu comprends, qui est plus chef des serpents, par exemple, ou chef de, tu vois, c'est selon les... et qui soignent une certaine maladie, tu comprends. Donc chacun sa spécificité. Et entre eux, parfois, quand tu assistes à des séances de chamanisme, tu vois, entre eux, quand tu entends la voix, en fait, ils négocient entre eux pour soigner un malade, par exemple, tu vois. Ça se passe comme ça, en fait. Donc, mais ça leur arrive, enfin,
jusqu'à quelque temps entre eux de se tuer. Quoi. Il n'y a pas un chaman au-dessus de tous les autres? Non. Je voulais poser la question suivante. Malgré l'évolution qui est arrivée partout, et que aujourd'hui, bon, je peux dire que les choses ont beaucoup évolué. Pourquoi on continue, je ne sais pas si c'est le mot, lors de l'enterrement d'un membre de chez vous, on l'enterre avec pas mal de choses, c'est bien, pour dire au moment du crash de l'avion, quand on a été à l'enterrement, on a vu les gros trucs comme ça de bien, et bien tout a été dans le trou, tout un tas de choses, etc. Pourquoi on continue à faire ça? Non, en fait, c'est pas parce que quelque part c'est pour justifier le statut social de la personne, tu vois, pour dire aussi que cette personne a accumulé des biens matériels dans toute sa vie, donc c'est normal qu'on lui remet ses affaires, quoi. Toutes les choses qu'il a touchées, normalement on doit les remettre, quoi. Et voilà, parce que touché comme ça. Utiliser, les objets utilisés, quoi. Donc après, ça dépend du choix de la famille maintenant, quoi. Par exemple, les moteurs, tout ça, on ne va pas les jeter. Et les maisons, on ne les brûle pas. C'est trucs comme ça, quoi. Mais en fait, c'est comme ça qu'à chaque souvenir, la femme du défunt ou le mari du défunt, chaque fois qu'il voit un objet, il est triste, etc. Voilà, c'est pour ça. Oui, alors je ne vais pas parler à ta place, mais de toute façon, si je dis des bêtises, tu m'arrêtes. Mais moi, ce qu'on m'a expliqué dans la tradition hawaïenne, effectivement, c'est que les seuls qui avaient le droit, qui étaient enterrés dans une position fétale en plus, sous la maison, c'était les chamans, effectivement. Voilà, c'était eux qui avaient le droit. Mais effectivement, après, les habitants, et en particulier sa proche famille, quittaient le village. C'est pour ça que là, on retombe sur la question des chamans. Alors, les chamans, effectivement, il n'y a pas un chaman en chef, hein, ça n'existe pas, effectivement, mais il y a des chamans plus ou moins puissants. Ce qui, moi, m'a frappé dans les histoires qu'on a racontées chez Wayana, c'est que, à un moment donné, un chaman devient, non pas très puissant, mais trop puissant. Et quand il devient trop puissant, il devient dangereux. On peut l'isoler, on connaît des cas, on va les citer, on peut l'isoler. Ou alors, on m'a raconté des exemples, celui-là je peux le citer, je ne sais pas, ça ne se fait pas de dire le nom des morts chez vous, je sais bien, enfin, on est entre nous, Yana Malé. Lui, on dit que c'était vraiment le plus puissant des puissants, et on dit qu'on l'a tué, qu'on l'a empoisonné. Déjà, c'est apprentissage du chamanisme, c'est pas donné à tout le monde, quoi. C'est comment dire, tu dois avoir tu dois hériter quelque part de quelqu'un, tu vois, ton père. Soit c'est pas ton père, soit c'est quelqu'un, quelqu'un, quoi, tu vois, qui est chaman. Par exemple, regarde Ikelu, tu vois. Ikelu, il est chaman, tu vois. Monsieur Mayao n'était pas chaman, sa maman n'était pas chaman. Mais on dit que c'est... le monsieur, il est décédé. Monsieur Akoi, tu vois, c'est un autre qui a... non, qui a... Non, qui a fait aussi Ikelu, tu vois. Donc c'est de lui qui s'est réincarné avec lui. Voilà, exactement. Moi, on m'a raconté un truc étonnant à propos de Balanam, qui était le fils de Yana Malé, mais qui n'avait... Balanam n'a jamais été chaman de toute sa vie. Mais dans les dernières années, il s'est mis à guérir des gens. Voilà, donc ça se transmet effectivement, mais ça peut se transmettre aussi pendant très longtemps, on peut ne pas le savoir, quoi, les chamans. Oui, en fait, c'est parce que c'est une responsabilité, tu vois. Et il y a quand tu es jeune, etc., tu veux pas justement, même si tu sens des choses, tu as des visions, des trucs comme ça, sauf que tu hésites à passer, à devenir chaman parce que tu deviens, tu peux plus faire en fait ta vie jeune, quoi. Sinon, quoi, voilà. C'est la seule raison qui empêche
certaines personnes qui ont des dons,